Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 1er septembre 2021, au sommaire ce soir. Direction Annemasse et Châteaurouge, plus précisément pour débuter cette édition. Ce lieu culturel historique a été l'objet d'importants travaux qui en font aujourd'hui la deuxième plus grande scène du territoire transfrontalier. À quelques jours du lever de rideau, Emmanuel Jaude s'est rendu sur place. Et puis du sport, on continue notre tour d'horizon des clubs sportifs locaux à l'aube de leur saison. Direction Rumilly ce mercredi, où le club de rugby affiche de grosses ambitions en Fédéral 1, après une année particulièrement impactée par la crise. Place au jeu désormais. De la culture pour débuter cette édition. Après de longs mois d'attente, la ville d'Annemasse se prépare à lancer sa saison culturelle, un moment très attendu après la césure liée à la crise sanitaire, qui sera également l'occasion de fêter comme il se doit la fin des travaux de Châteaurouge. Le lieu culturel historique devient ainsi la deuxième plus grande scène du territoire transfrontalier après le théâtre de Genève. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Le lever de rideau approche à Châteaurouge. Après plusieurs années de travaux, ce haut lieu culturel du Grand Genève s'apprête en effet à renouer avec son public. Une réouverture attendue et qui s'accorde parfaitement avec le lancement de la saison culturelle de la ville, qui a d'ailleurs vu les choses en grand pour cette rentrée. Il y a des coïncidences de date. Les travaux de Châteaurouge étaient prévus de se terminer là, donc c'est bien évident. Mais c'est vraiment cette volonté de dire la culture, c'est un élément très fort du lien social. Et après la période que l'on a vécue, il faut recréer du lien social. Et le meilleur moyen de recréer du lien social, c'est sans doute d'offrir cette diversité culturelle de grande qualité et gratuitement à tous les habitants d'Annemasse et de la région. Dès ce vendredi 3 septembre, ateliers, films et expositions rythmeront donc le quotidien des Annemassiens, avant le désormais traditionnel Friction Festival du 9 au 11 septembre. Autant de rendez-vous qui se veulent rassembleurs et accessibles gratuitement, à l'image des 4 jours de célébration prévus pour l'inauguration de la grande salle de Châteaurouge à partir du jeudi 16 septembre. C'est difficile de demander une contrepartie financière. Quand on fait une fête, on invite. Voilà. Donc c'est un peu notre logique à nous et notre philosophie sur ces deux moments, friction et la semaine de réouverture, que chacun puisse venir là où il veut, quand il veut, sans barrière financière. C'est un redémarrage avec l'arrêt des activités de la période précédente. Donc c'est vraiment un aboutissement, oui, avec la réouverture de cette grande salle qui conclut une période de presque 3 ans de travaux, de 5 ans d'études. Et puis pour les artistes et le public, c'est vraiment un redémarrage et des retrouvailles, je pense. Avec une capacité de plus de 1000 places assises, Châteaurouge est donc en passe de devenir la deuxième plus grande scène du territoire, juste derrière le Grand Théâtre de Genève. Un tout nouvel espace de création qui sera d'ailleurs mis à profit par la compagnie MPTA et son spectacle Les Hauts Plateaux, une référence du cirque contemporain français. Il s'agit de faire découvrir aussi le potentiel de l'outil, non pas uniquement à des spécialistes de la scénographie, mais de pouvoir montrer aussi que des très grands formats de spectacles ont leur place aujourd'hui à Annemasse et à Châteaurouge. Et la saison ne s'arrêtera pas là. Entre les journées du patrimoine, la venue de la dessinatrice de presse Coco ou encore le Léman Blues Festival, il y en aura pour tous les goûts, moyennant un pass sanitaire et une réservation en ligne. Les vacances sont bel et bien terminées. Ce jeudi, des milliers d'écoliers vont retrouver les bancs de l'école dans nos pays de Savoie. Avant les élèves, les enseignants ont fait leur pré-rentrée ce mercredi. Entre envie et inquiétude liées à la situation sanitaire, les sentiments sont partagés. Victoria Lopez a suivi une réunion en présence du directeur académique cet après-midi du côté de Chambéry-le-Haut. Reportage. Crayons, cahiers, cartables, tout est prêt. Avant le retour des enfants à l'école, les enseignants font eux aussi leur rentrée. Une journée pour se retrouver, pour échanger sur l'année à venir et pour partager ses inquiétudes. Après une année passée en situation sanitaire complexe, ces professeurs de l'école de la Pommeraye à Chambéry-le-Haut semblent un peu plus sereins. Ils sont en tout cas habitués à recevoir ce document qui détaille le protocole en vigueur pour cette rentrée. Alors on est dans un niveau de protocole qui est assez proche de ce que nous avions au moment de la sortie au mois de juin, donc avant les vacances d'été, qui dit notamment qu'on continue à porter le masque à l'élémentaire dans toutes les classes et à partir du moment où on est à l'intérieur, enfants et adultes. Dans les espaces extérieurs, on n'est pas obligé de porter le masque. Et surtout à l'élémentaire comme en maternelle, dès qu'on a un cas positif chez un élève, on ferme la classe. Les fermetures de classe, c'est toujours ce qui préoccupe les enseignants, en particulier dans cet établissement placé en réseau d'éducation prioritaire.
pour tenter de garder un lien fort avec les familles et pour assurer le suivi pédagogique. Comme dans de nombreux établissements, l'école s'est dotée d'une plateforme numérique, mais pas seulement. La première des préoccupations avec cet outil numérique qu'on essaie de développer, mais malgré tout, effectivement, c'est la bonne utilisation de l'outil numérique qui pose des difficultés. C'est pour ça qu'on double la liaison avec les familles par du travail, des activités sous format papier. Donc ça permet justement aux familles de ne pas se sentir délaissées, de ne pas être exclues du système éducatif et pédagogique que nous mettons en place au sein de l'école, justement pour qu'elles puissent continuer à faire des activités pédagogiques avec leurs élèves. L'école, c'est essentiellement un travail de relation sociale, de relation entre l'enseignant et l'élève, de relation entre l'enseignant et ses pairs et ses collègues, et puis de relation entre l'enseignant et les parents. Et c'est vrai que durant la Covid, depuis 2 ans, la relation école-famille, école-enfant a été pour le moins malmenée. Donc on va essayer de recréer ce lien social, de reprendre confiance ou de retravailler avec les familles pour que nos élèves, pour que nos enfants progressent et grandissent dans les meilleures conditions possibles. Ce jeudi, 175 enfants vont retrouver leur classe dans cette école élémentaire où 15 enseignants les attendent. Il est temps pour moi d'accueillir mon invité du jour, Marine Kiroise, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes l'administratrice de l'association Sésame.org qui a pour but d'essayer de faire comprendre la politique dans le bassin franco-valdo-genevois. C'est tout un programme et un sacré défi, dites-moi. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Sébastien de m'accueillir déjà sur le plateau de TV8 Mont-Blanc. Je voudrais juste préciser que c'est notre baptême médiatique aujourd'hui. Voilà, on est tout jeune. Avec plaisir, on pense ça. On vient de lancer ce site juste avant l'été, en fait, pour couvrir l'actualité politique à la fois française avec les élections régionales et départementales et suisses avec les votations qui ont eu lieu au mois de juin. Et voilà, donc effectivement, Sésame.org, c'est un site internet qui informe les habitants du Grand Genève et plus largement du bassin franco-valdo-genevois sur les enjeux politiques locaux. Et notre ambition est en fait de réconcilier les habitants de la région franco-suisse avec les sujets politiques, mais la politique du quotidien. On n'est pas du tout sur des sujets de politique politicienne. L'idée est de parler de l'actualité. Une décision politique dans un pays peut avoir des impacts dans un autre pays. Donc, toute cette actualité, on essaie de la retrouver sur le site sésame.org, qui s'écrit avec un Z, SEZAME.org, qui est libre d'accès et qui est gratuit. Donc, vous pouvez à tout moment consulter le contenu. Vous l'avez dit, vous avez donc lancé le site au mois de juin. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de créer cet outil ? Alors, l'idée est venue en fait d'une amie journaliste qui est très impliquée dans la chose publique et qui faisait le constat, comme tous les médias aujourd'hui, que les gens ne s'intéressent plus à la politique. On a bien vu lors des élections précédentes en France de ce printemps, le taux de participation était extrêmement faible. Et de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas beaucoup mieux. Lors des élections communales à Genève en mars 2020, le taux de vote des Suisses résidents était de 40%. Et des électeurs étrangers résidant à Genève de seulement un peu plus de 20%. Donc on voit en fait qu'il y a un vrai sujet et voilà, nous on s'est appuyé un petit peu on s'inscrit un peu dans la suite de projets qui ont déjà été lancés au milieu des années 2000. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage de Mix et Remix, les institutions politiques suisses, et puis il y a eu le tome aussi, les institutions politiques françaises. C'est comment comprendre les institutions politiques de manière simple et en quelques pages. Donc on s'est un peu inscrit dans cet héritage, avec bien sûr des outils adaptés aux années 2020, donc un site internet, des réseaux sociaux, et voilà, donc on a voulu en fait redonner envie, alors à notre échelle, bien sûr, c'est très humblement que nous le faisons, mais à notre échelle, nous avons voulu aider les gens à participer, en tout cas à une plus grande participation politique. Ça répondait à une demande selon vous ? Alors oui, parce que moi-même, voilà, vous avez vu mon nom, je ne viens pas typiquement de la région. Je suis arrivée dans la région il y a une vingtaine d'années et pendant très longtemps, j'ai occupé un poste à l'international et je me suis peu intéressée en fait à la politique, que ce soit sur mon lieu de résidence en France voisine ou sur mon lieu de travail à Genève. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de frontaliers, amis, avaient le même souci, c'est qu'en fait, ils sont là depuis 10, 15, 20 années et ils ne connaissent
rien de la politique locale française, donc de leur lieu de résidence, et pas plus de la politique de leur lieu de travail, hein, c'est-à-dire la Suisse, que ce soit Genève ou le canton de Vaud. Donc je pense que, en tout cas, l'initiative, on en a parlé un petit peu autour de nous, nos amis, nos contacts, puisque pour l'instant, voilà, on démarre, et ça a été plutôt agréablement accueilli. Parce que voilà, aujourd'hui il y a trop d'informations et en fait sur sésame.org vous avez la possibilité de trouver des petits articles de 2 minutes, lecture de 2 minutes, et en 2 minutes vous comprenez un petit peu ce qui se passe dans la région. C'est vrai que vu de l'extérieur, la politique suisse semble plus compliquée qu'en France. C'est une idée reçue ou c'est une vérité? Alors moi qui ai rédigé les textes justement de base sur on va dire, sur les institutions politiques suisses et françaises, je me suis plongée du coup dans les deux cas. Et finalement, j'ai trouvé relativement simple le fonctionnement suisse avec le niveau fédéral, le niveau cantonal, le niveau communal. Et à chaque fois, vous avez les différents pouvoirs. Donc c'est en France que c'est compliqué. Donc finalement, moi j'ai trouvé ça très logique en tout cas. Très logique. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous organisez justement pour collecter, classer toutes ces informations? Alors, donc il y a des pages donc, qui sont des informations de base, hein, comme je vous disais, les institutions politiques Suisse-France. Nous avons aussi brossé le paysage politique, donc les partis politiques en Suisse et en France, donc ça bouge pas vraiment. Nous mettons aussi en ligne un peu le who's who de la politique locale, donc on indique au niveau des principales communes de la région, au niveau régional et au niveau cantonal pour la partie suisse, quelles sont les personnalités politiques. Donc ça, on retrouve. Donc ça ne bouge pas beaucoup, à part quand il y a des changements, bien sûr, des remplacements au niveau politique. Et après, au niveau de l'actualité, on recherche vraiment les sujets qui vont intéresser, qui ont vraiment un aspect transfrontalier. C'est ce qui nous pousse voilà, à choisir un sujet. Ça, c'est les sujets transfrontaliers, mais nous avons aussi les sujets d'actualité qui sont vraiment liés à un pays, comme par exemple les élections en France qu'on a eu au printemps. Et puis, 4 fois par année en Suisse, il y a les votations. Donc, nous couvrons aussi tous ces sujets d'actualité qui sont plus là liés à un pays, mais parfois avec des implications. Quand les Suisses votent certaines choses, ça a parfois des implications pour les habitants de France voisine. Merci beaucoup, Marine Pierrois. On rappelle l'adresse du site? Sésame.org avec un Z. Merci beaucoup. Merci à vous, Sébastien. Du sport à présent, et nous continuons notre tour d'horizon des clubs sportifs locaux avec le rugby club Savoie-Rumilly. Les Rouges et Noirs démarrent leur saison de Fédéral 1 ce dimanche avec la réception de hier Carcarane. Après une saison quasi blanche, les Hauts-Savoyards veulent retrouver le terrain et le jeu avec des ambitions affirmées. Au reportage. Séance vidéo pour tout le monde au rugby club Savoie-Rumilly. À 4 jours de leur premier match de Fédéral 1, joueurs et staff ont décidé de mettre les bouchées doubles afin d'être prêts le jour J. Et après une saison dernière complètement perturbée et tronquée par la crise sanitaire, tous ont des fourmis dans les jambes. Les mecs, ça fait 9 mois qu'ils n'ont pas foulé une pelouse, on va dire, du moins officiellement. Donc oui, tout le monde est impatient, il y a une grosse envie, il ne faut pas se cacher non plus, on avait très bien commencé. Les résultats, ils étaient au rendez-vous, 2 victoires bonifiées, un match nul à l'extérieur qui aurait pu se transformer en victoire. Il y a des grosses valeurs qui sont rumiliennes aujourd'hui et je pense qu'on a les armes pour faire quelque chose. Conséquence plus ou moins directe de la crise de la Covid, beaucoup d'effectifs ont été grandement renouvelés à l'intersaison. C'est aussi le cas du RCSR qui enregistre l'arrivée d'une quinzaine de nouveaux éléments. Et on est content des mecs qu'on a recrutés. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Même si comme tout entraîneur, on en aimerait toujours plus, peut-être 2-3 mecs de plus. Mais bon, ceux qu'on a, on est déjà très content de les avoir et on les a choisis. Donc s'ils sont là, c'est qu'on est très fiers d'eux déjà. Si la préparation a été compliquée au niveau des résultats, avec notamment 2 défaites contre Chambéry et Dijon, les Rouges et Noirs sont toujours aussi ambitieux et ils visent haut pour cette nouvelle campagne qui verra la création en fin de saison du championnat de National 2, nouveau 4e échelon du rugby français. Les ambitions cette année, elles sont parfaitement claires, c'est d'accéder à la National 2. On travaille dans les coulisses du club, on travaille dans la structuration du club, comme je l'ai dit, on a créé des emplois sur les jeunes, sur le développement commercial des partenaires. Et il faut qu'au niveau sportif, on avance. Et donc là, l'ambition, elle est très claire, c'est d'accéder à la National 2. Et pour que la fête soit totale ce dimanche, pour l'ouverture du championnat,
Le club au Savoyard attend beaucoup de monde dans les tribunes du stade des Grangettes, où la capacité ne sera pas limitée par une jauge. On peut accueillir du public et en plus là je fais un appel à la mobilisation parce qu'on veut remplir le stade, on vise les 2000 spectateurs, on a fait une entrée spécifique à 5 €. Oui vraiment on veut voir du monde, on veut des sourires et puis surtout notre équipe en aura bien besoin parce que je pense qu'effectivement le match va être assez engagé et assez dur et donc on est très heureux de retrouver nos spectateurs pour une telle affiche. Le rendez-vous est donc fixé à ce dimanche 5 septembre à partir de 15 h pour la réception de Yer Karkeran, un des candidats déclarés à la montée. L'entame de ce championnat promet donc déjà beaucoup. On parle architecture pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec vous, Adam Pouliezé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte et artiste et vous êtes le co-réalisateur avec Maxime Faure du film documentaire Les Insulaires qui sera projeté ce dimanche 5 septembre à Bonneville. Pouvez-vous nous parler de ce film plus en détail ? Oui, en fait, ce film est né d'un projet particulier qui est celui des résidences d'architectes qui est porté par la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie. Et c'est un dispositif en fait qui vise à faire émerger une énergie de la rencontre d'un architecte et d'un autre professionnel, et en l'occurrence ici un réalisateur documentaire, en lien avec un territoire donné. Et cette année, le projet se situait à Bonneville, dans le quartier des Îles, qui est un quartier dont la transformation urbaine radicale est en cours, c'est-à-dire que c'est un projet de rénovation urbaine avec la démolition d'un quartier de logement social pour reconstruire un nouveau quartier dans la ville. Vous avez donc travaillé en collaboration avec les habitants du quartier des Îles. Comment est-ce que ça s'est passé? C'était facile? C'était compliqué? Oui, alors ça a été notre démarche à tous les deux, à Maxime et à moi. On avait l'intention et l'ambition de porter un vrai projet de film de cinéma, un film documentaire de cinéma avec les habitants. Donc, on a habité pendant 3 mois en immersion dans le quartier. Ça a été important pour nous. En fait, le Covid a eu du bon pour notre projet puisqu'il nous a permis de prolonger notre présence au sein du quartier des Îles, à Bonneville. On a fait le choix de se confiner dans le quartier à l'automne dernier et de passer du temps avec les habitants, d'établir un vrai lien de confiance et de réfléchir ensemble au film que l'on voulait réaliser avec eux, en fait sur la transformation qu'ils vivent au quotidien, sur le bouleversement qu'ils vivent, puisque les 250 familles qui y habitent vont devoir progressivement quitter le quartier puisque celui-ci va être totalement démoli. J'imagine justement qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y avait beaucoup d'émotions pour ces habitants de voir leurs habitations, leurs immeubles démolir. Oui, parce que en fait, c'est des familles qui souvent se situent dans cet entre-deux, se savoir est-ce qu'elles vont déménager loin, pas loin, voilà ce choix et cette remise en question d'un lieu de vie, depuis les années 70 pour certaines familles qui habitent ici, dans le quartier des Îles, se voient aujourd'hui contraintes de déménager, de quitter leur lieu de vie, leur lieu de sociabilité où elles ont eu leurs enfants, leur famille, elles ont construit toute leur vie. Et donc forcément c'était bouleversant, c'était émouvant et en même temps très touchant et à notre démarche, à Maxime et à moi, c'était de restituer au mieux ce sentiment, puisqu'en fait le film se situe dans cet entre-deux vie, la vie ici que l'on connaît, qui est rassurante, et la vie ailleurs qui va arriver et qui est incertaine et dont on a des espoirs aussi. Pour conclure, un mot sur cette résidence d'architecte de la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie. En fait, c'est un super dispositif qui nous permet d'être en immersion pendant un temps donné, donc minimum 6 semaines, dans un territoire avec des enjeux. Et l'idée, c'est de parler d'architecture, notamment à Bonneville, c'était de parler de quelles sont les qualités du logement social, parler d'urbanité, d'urbanisme, les questions sociales aussi, et de réaliser un projet avec les habitants, c'est-à-dire qu'au bout de ces semaines de résidence en immersion, on a habité dans le quartier, aboutissent à quelque chose de concret, et en l'occurrence pour nous, un film documentaire. Merci beaucoup, Adam Pouliezé. Je rappelle la projection ce dimanche 5 septembre à 15 h à l'Agora à Bonneville du film Les Insulaires. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve jeudi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.